Bon, merci, bonjour. Je suis Julien Le Breton, je suis donc médecin généraliste, le médecin généraliste de la Table Ronde. Je suis également médecin directeur du centre municipal de La Courneuve, c'est en Seine-Saint-Denis, et puis maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil. Alors, le titre de la présentation est volontiers provocateur, hein. Impact de la campagne, c'est difficile d'avoir des données objectives, parce que là, on manque un peu de recul, mais l'idée, c'est de se demander qu'est-ce que ça a pu apporter dans le cabinet du médecin généraliste, cette campagne médiatique. Donc, juste pour rappeler, ça a été dit, mais la lombalgie commune, le piège, c'est qu'il y a plusieurs points de vue sur cette maladie, et il y a le principe trois points de vue qui sont décrits dans la littérature. Celui de la science médicale, donc qui va être volontiers physiopathologique, donc dans un modèle plutôt biomédical. Celle qui met en avant le handicap du patient, les conséquences pour l'altération de la qualité de vie. Et puis toute la littérature sur le coût social, le coût social qui est énorme et qui est plutôt développé par les assureurs ou par les politiques publiques. Donc la lombalgie, il faut prendre un point de vue. Le mien, c'est de dire que c'est plutôt une maladie chronique, que c'est celle qui est la plus déclarée, en tout cas, quand on enquête la population générale. La dernière fois, dans SPS 2012, 19,2% des patients interrogés déclaraient avoir une lombalgie chronique. C'est donc avant l'hypertension, bien avant le diabète. Et ce qu'on peut voir dans les bases de données qui recueille l'activité des médecins généralistes, eh bien, c'est que c'est plutôt géré comme une succession d'épisodes aigus. Voilà, on va le voir sur 10 années, peut-être 7-8 fois, et à chaque fois, le praticien va plutôt renseigner lombalgie aiguë dans son dossier. Alors, c'est à mettre en balance, ce point de vue de dire que c'est plutôt une maladie chronique, avec l'injonction paradoxale qui nous est faite. C'est une vraie injonction paradoxale. Il ne faudrait pas chroniciser cette maladie. Donc ça veut dire qu'il faut y penser tout le temps et jamais la prendre vraiment en charge, quoi. Donc c'est une difficulté que je pense majeure. Et moi je dirais plutôt, attention, certains cas sont sévères, certains sont moins sévères. Mais à partir du moment où on veut faire de la prévention, peut-être qu'un jour on parlera même du dépistage, et qu'on sait qu'un certain nombre d'interventions qui sont basées sur l'éducation thérapeutique, on a parlé des représentations, bon, ça va quand même pas mal avec un modèle de maladie chronique qui est parfois pas sévère au point de s'arrêter de travailler ou de nécessiter des chirurgies. Donc l'impact que j'ai pu identifier, c'est la reconnaissance du patient. On en parle à la télé, ça y est, la lombalgie, c'est une vraie maladie, c'est dit, c'est sur la place publique, et ça vient un peu rompre avec cette ambiance un peu délétère en consultation, de discordance entre l'asymptomatologie évoquée par le patient, le raisonnement médical qui nous fait penser que c'est assez subjectif, qu'il y a une dissociation souvent entre les attentes du patient et les attentes du médecin, et ce qui nous amène dans des difficultés parfois relationnelles, un manque de motivation soit du côté du patient, soit du côté du médecin. Avec une des plus grandes complications qui est décrite dans cette maladie, c'est la sinistrose. D'accord ? Le patient se sent non reconnu et s'enferme dans quelque chose de grave et de très sévère, avec une désocialisation comme ça a été décrit. Alors, c'est un impact positif là-dessus, la reconnaissance des patients. L'impact peut-être un petit peu plus négatif, c'est que les patients lombalgiques sévères, qui eux ont déjà une histoire, ont subi parfois des interventions ou des traitements, ont 7-8 antalgiques sur leur ordonnance chronique et d'autres conséquences dans leur vie, ils se reconnaissent assez mal dans le fait de se voir à la télé faire du vélo parce que finalement le bon traitement c'est le mouvement. Donc voilà, il y a une petite non-reconnaissance de ce côté-là, mais a priori qui n'aggrave pas les situations. Alors, il y a quand même des messages subliminaux dans cette campagne. Donc si le bon traitement, c'est le mouvement, peut-être que sur la prescription d'arrêt de travail, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir freiner, c'est-à-dire non-prescription, ou en tout cas d'une durée réduite. Donc voilà, il ne faut pas non plus l'ignorer, ça vient très vite en consultation, parce que les patients, ils ont des stratégies. Ils viennent nous voir, et des fois,
ils savent gérer leur maladie, en tout cas, ils ont l'impression, parfois avec les armes qu'on leur donne, c'est-à-dire les antalgiques, et ils viennent nous voir, c'est principalement parce qu'ils sont obligés d'aller voir le médecin pour être arrêtés. Donc ça aussi, il y a des travaux déjà qui ont été faits sur les arrêts de travail. Ça demande que le médecin il développe des stratégies. Alors ce n'est pas des stratégies d'opposition, mais des stratégies plutôt de conviction, de réalisation, qui peuvent être l'explicitation de l'examen clinique, délivrer l'expertise effectivement sur les messages erronés, développer de l'écoute active, on a parlé des représentations, donc effectivement c'est un déterminant, il faut les explorer, il faut en tenir compte de l'agenda du patient, s'appuyer sur l'entourage, l'expérience vécue par la famille, par les amis, pour montrer que la résolution est souvent positive des épisodes. Voilà, il y en a plein d'autres dans la littérature, mais en tout cas, ça veut dire que devant nous, on a un débat qui reste souvent subliminal, qui parfois intervient qu'en fin de consultation. On a plutôt intérêt à se préparer à cette négociation. Donc le dernier axe que j'ai envie de développer, c'est la prescription non médicamenteuse. On affiche que le traitement, pour une fois, c'est pas un médicament. J'allais dire, c'est pas un antibiotique. Donc la dernière fois, on avait dit que le traitement médicamenteux, fallait pas le prendre. C'était les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc on note que le travail sur les rimes est important, même si c'est pas des alexandrins. Bon, voilà, le bon traitement, c'est le mouvement. Ça reconnaît quand même la place de toute la thérapeutique non médicamenteuse. Donc il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont intéressantes sur les prescriptions non médicamenteuses. Et donc là, dans la lombalgie, c'est les programmes d'exercice, c'est les interventions comportementales, c'est d'autres interventions, notamment l'éducation, et ce qui est montré dans la littérature, plutôt des interventions multiples qui mêlent tous ces programmes. C'est ça qui est le plus efficace. Donc, derrière ce message, effectivement, il y a à appuyer ce message, et puis il y a à développer des stratégies non médicamenteuses, et je pense que c'est une opportunité importante pour travailler sur une moindre prescription et mettre en avant l'utilité des thérapeutiques qui sont non médicamenteuses. Donc ça veut dire aussi développer les moyens, par exemple sur l'activité physique, on parle beaucoup d'activité physique adaptée, que ce soit pour le diabète, pour l'obésité, eh bien, il faut que des programmes arrivent sur la lombalgie, et puis il faut qu'ils soient disponibles. Parce qu'une des grandes frustrations du médecin, c'est de dire faites du sport, et puis comme on n'a pas trop d'armes, ils ne font pas le sport, la fois d'après, on va prescrire un médicament. On a besoin de développer structurellement des moyens qui s'attaquent aux thérapeutiques non médicamenteuses. Et puis voilà, je vais rester là-dessus. Merci.